Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc, bienvenue dans l'unité de l'humanité tout entière. Aujourd'hui nous allons parler de l'énergie 49 de la Révolution et de Mao Tse-tung. Mais puisque j'ai déjà écrit et publié toute une histoire de la Chine de 1850 à 1997, du point de vue chinois avec une biographie hexagrammique de Mao, je puis vous annoncer que je vais vous parler de Mao d'une façon, d'un point de vue énergétique et culturel, que vous n'avez jamais entendu. Alors accrochez-vous, mettez vos ceintures. Mais commençons par le début. L'énergie 49 de la Révolution est composée en bas du feu et en haut de la brume. Brume, lac, joie. L'énergie de la Révolution est un changement de pouvoir et un pouvoir de changement. C'est une énergie de renouvellement et de mise à jour radicale de tout ce qui avait vieilli. D'où le conflit avec ses parents, pour Mao. En clair, Mao, c'est la formule clé, n'est pas un révolutionnaire, il est la révolution. Alors, la révolution elle-même, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire de la révolution chinoise de tout le XXe siècle, après Sun Yat-sen et avant Deng Xiaoping? En précisant que l'impératrice Cixi, c'est l'énergie 47, que Sun Yat-sen c'est l'énergie 48, que Mao c'est l'énergie 49 et que Deng Xiaoping c'est l'énergie 50. Ah, bon, là j'ai pas le temps de développer, mais j'ai expliqué tout ça dans un livre déjà. Pour répondre dans ce petit format court de quelques minutes, sans jugement, il faut prendre un peu de hauteur et observer les phénomènes culturels à l'échelle des civilisations. Culturellement, la Chine est depuis toujours taoïste et confucianiste. Ensuite, la Chine s'est enrichie de la culture bouddhique venue de l'Inde et elle a connu un apogée de civilisation, une renaissance culturelle sous la dynastie des Tang entre 600 et 900, grosso modo, après Jésus-Christ. Dans la culture chinoise, on appelle ces trois traditions de pensée, non pas des religions, mais les Sanjiao. Ok. En Occident, nous, culturellement, nous sommes gréco-romains et judéo-chrétiens. C'est comme ça que c'est formulé. En Occident, à l'époque des présocratiques grecs, donc avant les synthétiques Socrate, Platon, Aristote, avant, environ 4 siècles avant Jésus-Christ, Leucippe a formulé l'atomisme et Démocrite a formulé le matérialisme. Dans l'ombre des siècles, ces deux pensées se sont tout doucement reformulées et ont rejailli fortement avec le XVIIe siècle français, notamment avec Descartes, et surtout au XVIIIe siècle français avec des Lumières. Ok, je développe pas, tout le monde doit savoir à quoi ça correspond. Et la Révolution, ainsi qu'avec la Révolution industrielle initiée en Angleterre, autour de 1850. Voilà. Suite à la colonisation de presque toute la planète par les pays européens, la Chine a été humiliée pendant tout un siècle. Et elle a réagi en intégrant elle-même dans sa propre culture cette fameuse pensée du matérialisme, en mettant de côté, pour un moment en tout cas, les Sanjiao. Ok, il fallait penser sa blessure avec le mal lui-même. Mao Tse-tung, qui a participé à la fondation du Parti communiste chinois à Shanghai en 1921, est celui qui a intégré, de façon radicale, fait intégrer et intégrer, cette nouvelle pensée matérialiste dans la pensée chinoise, dans sa culture, dans les mains et dans la peau de chaque Chinois et de chaque Chinoise, dans l'agriculture de la Chine, dans la médecine de la Chine, dans l'art, dans la tête, partout, partout, partout. Radical, avec les violences qu'il faut, etc., etc. Ça, c'est pas l'essentiel, c'est que c'est intégré, l'essentiel. À sa mort en 1971, ah oui, alors j'ai pas donné la date. Mao Tse-tung est né en 1893 et mort en 1976 avec Zhou Enlai, la même année. À sa mort en 1976, Deng Xiaoping continue cette intégration du matérialisme dans la culture chinoise et à la mort de Deng en 1997, juste avant la rétrocession de Hong Kong en juillet 1997, la civilisation chinoise a définitivement intégré le matérialisme en quatrième tradition de pensée.
Donc ça, c'est pas dans les livres, c'est moi qui a compris ça et qui vous le dit. Voilà ce qui s'est passé en Chine au XXe siècle. Alors là, c'est un résumé de résumé, hein. Mais revenons quand même à Mao. L'étude de la grande image de cette énergie 49 de la Révolution formule, deux points les guillemets, au cœur de la brume, il y a le feu. Révolution. L'être accompli ainsi, en réglant le calendrier, distingue clairement les moments opportuns. Fermez les guillemets. La notion de moment opportun est très importante dans la pensée chinoise et caractéristique aussi de cette énergie de la Révolution. En réglant le calendrier, ça signifie clairement pour Mao, lors de sa prise de pouvoir, qui est devenu le jour de la fête nationale, le 1er octobre 1949. Par exemple. Je conclus par un petit quatrain divinatoire pour Mao. Mao, le grand chinois révolutionnaire. Zedong, matérialisme en lutte des classes, parce que le matérialisme chinois a pris plusieurs formes, mais là c'est la première forme. Ce n'est pas le moment que je développe ici. Le communisme en république populaire, c'est ça ce qu'il a fondé. 49, feu, joie, l'histoire se déplace. Voilà. Je conclus par quelques devinettes de personnes qui vivent ou ont vécu dans cette énergie 49 de la Révolution. En Chine encore, sous la dynastie des Tang, il y a eu une femme impératrice, la céleste Wu Zetian. À Cuba, tout le monde connaît le nom de Fidel Castro. En France, on a eu Guy Debord, qui a notamment formulé le situationnisme et la société du spectacle. Voilà pour aujourd'hui, merci et à demain.